Vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur des... Oui. Il y en a quelques-unes. Je peux commencer par la plus évidente régionalement. J'imagine qu'au niveau de l'association, dans ce contexte-là, la région se tirerait dans le pied s'il y avait un arrêt de travail, une interruption de la production à l'usine Alma, comme les rumeurs laissent entendre. Écoutez, je ne veux pas me... Je comprends que vous avez un contexte très particulier. Je vais le prendre à haute altitude. Je vous dirais que tout le tort qu'on peut se faire soi-même, où qu'on soit au Québec, comme capacité de production, ça joue contre nous et pour la concurrence. Je le mettrais comme ça. Dites-moi, est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous voyez des solutions pour réduire les coûts de production qui n'ont pas déjà été essayées? Les méthodes de travail ont changé, les productions ont été revues. Rio Tinto a multiplié les efforts depuis des années pour ça. Déjà que l'électricité n'est pas nécessairement considérée comme étant quelque chose qui est cher, c'est un avantage même concurrentiel. Qu'est-ce qui reste à faire pour s'assurer que, dans la perspective d'avenir que vous avez donnée, d'ici 2040, ça demande de doubler, pourquoi l'aluminium canadien ne serait pas parmi les meilleurs? Qu'est-ce qui manque? Bien, je pense qu'il y a deux façons de le voir. La question est très pertinente. Il y a deux façons de le voir pour moi. Il y a qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faut conserver. Puis je pense qu'il faut conserver notre compétitivité. On l'est à plusieurs égards et il faut éviter de, comme on dit, la vieille image, de mettre la paille sur le dos du chameau, là, qui va le faire crouler. Ça peut être très peu, puis ça peut faire la différence de façon négative. Alors, on est en situation de crise, il faut comprendre ce que ça veut dire et il faut essayer d'éviter de se mettre des fardeaux supplémentaires si ce n'est pas absolument nécessaire. Et il faut s'assurer aussi de continuellement se questionner sur notre compétitivité. Est-ce que... Parce que, vous savez, comme moi, c'est comme élever une famille. Donc, à un moment donné, tu prends des décisions, tout le monde est autour de la table, tout le monde s'engage, puis ainsi de suite. Tu laisses les choses aller. 6 mois plus tard, tu te dis, bien, je pensais qu'on s'était entendu, puis ça fonctionnait, puis ainsi de suite. Alors, il faut revisiter continuellement, dans un esprit de positionnement concurrentiel, notre façon de faire. Il y a des nouvelles technologies qui sortent. On travaille sur des nouvelles technologies. Bien, il faut voir, il faut faire une vigie intéressée sur les développements technologiques pour voir qu'est-ce qu'on peut incorporer en cours de route. Il faut voir au niveau de l'efficience opérationnelle. Il y a du nouveau personnel qui rentre, il y a du personnel à requalifier. C'est tout ça qu'il faut préserver. Question? Oui? Je m'excuse, il y avait ici, c'est Mélissa à Radio-Canada, juste avant. Ça m'apparaît quand même un portrait vraiment pessimiste. Moi, si j'étais travailleur d'usine en ce moment, à vous écouter parler, je serais vraiment découragée. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour encourager tous ces gens qui travaillent dans les usines à la lumière du portrait que vous venez de faire? Bien, je pense que moi, je me dois de faire ce portrait-là parce que c'est la réalité. On m'a appris, moi, à l'université, que les faits sont têtus. Parce que c'est la vérité, la réalité incontournable, c'est les faits. Les faits sont là, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Une fois qu'on a dit ça, je n'ai pas fait l'exercice de regarder ce qu'on a comme avantage, atout stratégique, et ainsi de suite. Mais on en a beaucoup. Le problème, c'est la durée dans le temps. Puis le moment de changer les choses. Aujourd'hui, là, dans les prochains 2 ans, moi, si j'avais à choisir entre m'imposer un fardeau qui n'est pas nécessairement stratégique pour m'amener plus loin, je me poserais de sérieuses questions, mais je me poserais en même temps d'autres questions, à savoir qu'est-ce que je peux faire pour durer à travers cette... Parce que c'est ça la question. Comment on fait pour durer à travers cette crise-là? Cette crise-là qui va nous amener, peut-être dans les années 2020, dans une situation dans le monde où un matériau à faible empreinte carbone va pouvoir être un peu plus valorisé qu'il l'est maintenant. Dans une situation où peut-être qu'au Moyen-Orient, il y a certains producteurs qui vont commencer à manquer d'énergie parce que ça, quand on raisonne à long terme, c'est une réalité aussi. On n'en a pas parlé, mais le monde, ce qu'on a là, c'est une carte du monde qui a changé en 10 ans, ce qui est extrêmement rapide là, dans l'histoire de la planète. Puis elle change à un rythme considérable. À chaque semaine qui passe, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Mais il ne faut pas oublier que ça va continuer de changer. Puis il y a des choses qui sont prévisibles,
possible puis probable. Je pense qu'on s'en va dans un monde à faible empreinte carbone qui va faire en sorte qu'éventuellement, de plus en plus, on va trouver une façon de valoriser des matériaux comme l'aluminium et surtout l'aluminium qui provient d'endroits du monde où est-ce qu'il est à faible empreinte carbone. Puis on va pouvoir tracer la ligne là, très facilement. Il va y avoir le Canada, les pays scandinaves, puis après ça, il va y avoir le reste du monde. Grosso modo. Est-ce qu'il va y avoir une prime? Bien, il va y avoir certainement un jeu de marché carbone qui va procurer un avantage. Ça, c'est un élément qui joue en notre faveur. L'énergie renouvelable, c'est formidable, puis ce n'est pas le cas du Moyen-Orient, qui est au gaz naturel, où est-ce que certains pays du Moyen-Orient qui commencent à avoir des problèmes d'approvisionnement, ça va leur coûter plus cher. Alors, la donne va changer là aussi. En Chine, dans 10 ans, je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme gouvernement, je ne sais pas comment la Chine va s'être transformée, mais au rythme où les salaires augmentent, ça va changer la donne aussi. Aujourd'hui, un travailleur sur le plancher en Chine, il est payé moins de 25 % du salaire d'un travailleur, de la moyenne des travailleurs dans le monde, dans le domaine de l'aluminium. Pour construire une usine, ça coûte 25 % de ce que ça coûte ici. Fait que quand tu marches à 25 % sur toute la ligne, c'est évident que tu es compétitif. Mais ces choses-là vont changer. Fait que l'important, c'est de se donner la résilience nécessaire qu'on commence à manquer, donc un petit peu d'oxygène, pour passer à travers la crise, puis être capable de sortir de crise bien positionné pour être concurrentiel. C'est ça la question que vous l'avez posée. Comment on fait pour durer dans le temps dans cette crise-là? Est-ce que vous avez une réponse? Il faut serrer les coudes. Il faut que tout le monde aille dans la même direction, puis que tout le monde ait la même sensibilité aux enjeux qu'on a devant nous. Fait que c'est autant au niveau du maintien de la modernité des usines, ce qui est du coût en capital pour le propriétaire, que du côté de la capacité des travailleurs, des techniciens, des ingénieurs à apporter leur contribution pour pouvoir suivre le courant et non pas aller à contre-courant. Une question de M. Bouchard, puis de M. Villeneuve, puis de Jean-Paul. On parlait d'aluminium vert tantôt. Oui. Puis c'est un coût qu'on semble avoir au niveau de l'énergie dans la région. Paraît-il qu'en Chine, c'est de plus en plus vrai aussi. Vous l'avez évoqué un petit peu tantôt. Oui. Au lieu de moins en moins, finalement, les Chinois, qui ont une tendance à polluer moins pour produire leur aluminium également. Alors, ça va devenir peut-être moins pertinent de parler de ça, peut-être? Bien, je comprends ce que vous dites, sauf que on va s'entendre, si on entre dans ce raisonnement-là, en fait, il ne faut pas parler de la Chine, il faut parler des Chines. La Chine, c'est un continent avec plusieurs pays sous un vocable qui s'appelle la Chine. Alors, le nord-ouest a sa réalité, le sud-est a sa réalité, et ainsi de suite. Dans le sud-est, où le gros développement démographique, la grande urbanisation s'est faite, c'est hyper pollué. Ça, c'est Shanghai et compagnie. Là, on découpe l'air avec une lame de rasoir pour se faire une fenêtre pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Et ça ne changera pas demain matin parce que le fardeau d'industrialisation est tellement lourd, les emplois que ça procure, qu'ils ne savent pas trop par où le prendre. Dans le nord-ouest, il y a de la capacité, comme on a vu, qui s'installe, mais il y en a à l'hydroélectricité, un peu. Il y en a au charbon, mais avec des systèmes d'épuration, puis ainsi de suite, qui sont quand même assez performants, mais sont moins forcés de faire les choses parce qu'il n'y a pas de population, il n'y a pas de ville là-bas. C'est pour ça qu'ils sont installés là. On dit que, je vais vous donner un chiffre, là, l'Agence internationale de l'énergie, les 2/3 de l'ajout de capacité qui va se faire dans le domaine de l'aluminium d'ici à 2030 sur la planète va être à 90 % à partir de combustibles fossiles. Fait que c'est du charbon, un petit peu de gaz naturel. Parce que ça va se faire en Inde, on l'a vu, ça va se faire au Moyen-Orient, puis ça va se faire en Asie, surtout en Chine. Puis ça va être majoritairement avec du charbon. C'est indéniable. Fait que oui, ils vont tempérer un petit peu leur moyenne, mais les volumes dont on parle, quand on voit une aluminerie qui produit autant que le Saguenay, tu améliores une unité de production de 200 000 tonnes par année, mais c'est parce que tu en produis 24 millions de tonnes. La Chine produit 24 millions de tonnes d'aluminium annuellement. C'est gigant. C'est 8 fois le Canada. 8 fois ce qu'on produit au Canada. C'est des...
moi, j'en reviens jamais de la magnitude, de l'importance. Puis, tu sais, quand ils font des annonces, je regarde, là, je reçois des bulletins tous les jours, puis là, ils annoncent, on ferme une unité de 200 000 tonnes dans telle ville au sud-est. J'attends 24 heures, il y a un autre bulletin qui sort. On annonce 5 millions de capacités additionnelles dans le nord-ouest. Sous-question, des produits de niche. Oui, c'est l'avenir. Dans la région, on en fait. Oui, ça, c'est l'avenir, mais c'est des marchés qui vont être de plus en plus serrés aussi, parce que ce qui est... Ma blonde appelle ça la loi du pet shop, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Fait que si c'est bon pour nous autres, c'est bon pour d'autres ailleurs dans le monde. Alors, on a par ailleurs des centres de recherche ici au Saguenay. On a une expertise qui est de classe mondiale. Et ça, c'est une très grande valeur. Moi, c'est ce que j'appelle la matière grise derrière le métal gris. Et ça, c'est une des grandes richesses, très grandes richesses du Saguenay et du Québec indirectement. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut encore se positionner sur des marchés à valeur ajoutée. Mais ça aussi, il faut le garder ici. Ça va être de plus en plus sollicité ailleurs. La Chine, le Moyen-Orient se positionnent sur des marchés, puis ils vont aller chercher des cerveaux de plus en plus. Puis ils ont l'argent pour le faire, puis ils ont les institutions pour le faire, puis ainsi de suite. On n'est pas sur une île, en fait, on est un bijou entouré de centres de gens qui ont l'intérêt pour avoir cette valeur-là, de plus en plus, parce qu'on avait 40 ans d'avance, on en a de moins en moins. Mais la technologie est ici, les cerveaux sont ici. La masse critique de suppliers, de fournisseurs, on a 4200 fournisseurs à l'industrie de l'aluminium au Québec. Il n'y a pas un endroit sur la planète qui a accès à un réseau aussi mature de soutien. Il n'y en a pas. Mais de plus en plus, il commence à servir ailleurs sur la planète aussi parce que le marché se développe ailleurs. Encore une fois, on n'est pas tout seul, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. M. Villeneuve? Oui, bien, ce que vous nous faites comme portrait aujourd'hui, M. Simard, là, c'est une tendance qui se dessine, c'est que, comme bien des industries qui ont été prospères dans le passé, c'est que la production d'aluminium est en train de devenir une industrie du tiers-monde. Vous l'avez dit, des usines de l'Amérique du Nord qui vont disparaître, qui vont fermer. Puis, l'industrie du tiers-monde se développe où il y a de l'énergie pas chère. Comme président de l'association, le message que vous nous dites aujourd'hui, est-ce que c'est pas de dire au gouvernement du Québec, est-ce qu'on ne pourrait pas encore abaisser les prix de l'énergie au Québec? Oh non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis la position de l'association, ma position a toujours été très claire. Très, très claire. Pour nous, le coût de l'énergie, le tarifel, doit être et demeurer dans le premier quartile des coûts dans le monde et suivre le premier quartile. Fait que si la moyenne mondiale, le coût augmente, bien, que le tarifel augmente en tenant compte de son positionnement dans cette pointe de tarte-là. On n'a pas de problème avec ça. Mais il faut rester dans le premier quartile parce qu'on n'a aucune autre raison d'être dans le deuxième, le troisième ou le quatrième. On n'a pas actuellement avec le tarifel actuel. Non. Bien, c'est ce qu'on dit au gouvernement, puis c'est dans tous les documents qu'on a déposés. Mais on ne demande pas de subventionner. Le tarifel, ce n'est pas une subvention. Les contrats spéciaux, ce n'est pas des subventions. Une subvention, c'est quand tu vends moins cher que ce que ça te coûte à produire. Ça n'a jamais été le cas au Québec. Je vous en passe un papier. L'actionnaire fait son argent, puis Hydro-Québec fait son argent. Alors, c'est pas ça qu'on... En fait, on n'a pas de demande au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, ce qu'on lui dit, c'est assurez-vous de faire en sorte de ne pas nous imposer des conditions réglementaires ou de tarification qui feraient en sorte de dévaluer une position concurrentielle qui est nécessaire pour l'avenir. C'est strictement ça. En fait, j'en aurais deux. Villeneuve, bien oui, on va aller, c'est Ouais. pour vous autres aussi. OK, ben, je voudrais juste d'abord, là, pour continuer sur compléter ce que Denis m'a demandé. Pouvez-vous remettre le tableau sur le tarif, les quartiles des... Ouais. Le troisième Parce que- quartile. Parce que ce que j'ai compris, c'est l'écart est à peu près de 20 Fait que si vous demanderiez au gouvernement, il y a quand même un écart assez important entre le troisième et le premier quartile. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, là, ça, c'est les tarifels publiés.
OK? C'est le tarifel officiel. Ce qu'on dit, c'est que comme grande industrie, dans les ententes que le gouvernement négocie avec les producteurs, comme pour d'autres secteurs industriels, on insiste pour que ces ententes-là amènent le coût de la fourniture d'énergie pour ce qui est de nouveaux projets à l'intérieur du premier quartile et pour ce qui est d'usines existantes à l'intérieur du deuxième quartile, à la frontière du premier. Parce que quand on est ici, puis je pourrais vous montrer là, d'autres acétates, là, ça, c'est le début du corridor de la mort. Quand tu es ici, là, c'est une question de temps avant que tu mettes la clé dans la porte. Sauf que pour atteindre le premier quartile, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? Pour des nouveaux projets. Nous, ce qu'on dit, si vous voulez un nouveau projet demain matin, puis que c'est Hydro-Québec qui fournit l'énergie, il n'y a pas personne sur la planète, puis je l'ai testé, je suis allé au Moyen-Orient, j'ai fait la tournée de toutes les usines. Une des questions que j'aurais tous posées, c'est à quel prix vous feriez un investissement en termes de coût d'énergie demain matin, là, un gros projet, pas plus loin que 2,1 cents le kilowattheure. Premier quartile. Premier quartile, first quartile, 2,1 cents. C'est partout, puis il n'y a pas de nouveaux investissements qui vont se faire comme ça. Sauf dans des endroits où est-ce que c'est subventionné, comme en Chine, ils subventionnent l'énergie, ou en Inde, quoi que ce soit. Puis pour les usines existantes, quand il s'agit de renouveler les ententes, on dit hey, attention, il faut être ici. Il faut être dans ça ici. Ça, c'est clair, on le dit dans nos documents qu'on a remis en commission. Considérant l'inventaire, considérant le prix, est-ce que, selon l'association, Rio Tinto devrait lancer son projet AP60, la deuxième phase, bientôt, la phase 3, la phase 2, ça pourrait est-ce que c'est le temps, selon vous, ou est-ce qu'il faut attendre encore? Moi, j'ai toujours compris dans la vie que le timing, c'est souvent la chose la plus déterminante, puis ça appartient à celui qui met l'argent sur la table. Alors, je ne peux pas me prononcer à la place de Rio Tinto, qui est un membre chez nous, non plus qu'à la place d'Alcoa, sur des considérations aussi gigantesques que mettre des milliards de dollars pour lancer des projets. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, de ce que j'en sais à travers le secteur privé de la production primaire dans le monde, il n'y a personne qui considère de lancer des projets. Au contraire, ce qui est considéré, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est de faire du retranchement de capacité ou de fermer de la production. Fait que dans un avenir très prévisible, moi, ce que je vois présentement dans la boule de cristal, c'est du retrait de capacité encore parce que ça n'a pas de bon sens. Il y a de la surcapacité. Puis, écoutez, en Chine, 50 de toute la capacité d'énergie qui tourne, les turbines, les centrales au gaz, au charbon, puis ainsi de suite, 50 de ça, c'est excédentaire. Ça tourne dans le beurre. Là. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font avec ça? Ils soutiennent du secteur manufacturier qui produit, qui fabrique, puis qui exporte. Puis finalement, bien, c'est subventionné. Il y avait ici, c'est Laura. Vous dites tantôt c'est important de suivre le courant, d'être avant-gardiste. Justement, AP60 et même Alma 2 sont des projets avant-gardistes. Ouais. On peut dire. De quelle façon, là vous venez de dire qu'on est mieux peut-être de se retrancher, mais de quelle façon une usine peut-elle survivre à tout ça si elle ne va pas justement de l'avant avec des projets comme AP60 puis Alma 2? Oui, je comprends ce que vous dites. Je comprends. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était que, je vais vous faire une autre image. Quand on est dans une tempête, puis qu'on arrive dans le gros de la tempête, qu'on est à la voile, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la voile, on rentre tout, puis on se couche au fond du bateau. Puis on attend que ça passe. En se disant, mon bateau va tenir le coup, c'est le bon gabarit, puis ainsi de suite, puis tout ça. Bon, il y a un risque qui coule, mais tu sais, j'ai fermé les écoutiers, faites attention. C'est parce que si je vais toute voile dehors, là, je vais me planter, puis ça ne sera pas long. Fait que je vais calculer mes risques, je vais m'assurer de tout placer mes affaires correctement, puis je vais faire la tempête. C'est un peu ça qui se passe présentement. On est dans une tempête qui dure depuis trop longtemps, depuis 2009. Rappelez-vous, là, on est passé de 3 000 $ la tonne à 1 200 $ la tonne en 3-4 mois. Ça, c'est au moment où la transaction s'est faite. Il y a eu un write-off de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Puis c'était pas assez. Ils ont investi des milliards de dollars pour continuer la modernisation.
En fait, je ne connais personne qui aurait fait ça. Fait que déjà ça, là, c'est comme c'est assez important à prendre en compte dans l'historique. Est-ce que demain matin, il devrait lancer ces projets-là dans une logique d'affaires? Non. Je ne dis pas que je ne raisonne pas à leur place, je dis moi, dans une logique d'affaires, dans le marché qu'on connaît aujourd'hui, pas plus eux que personne d'autre a intérêt à le faire. La technologie va être tout aussi performante s'ils décident de lancer ça dans 2 ans ou dans 3 ans. Parce que la technologie n'avance pas présentement dans le parc d'usines. Tout le monde fait les raisonnements que je fais avec vous aujourd'hui. Là. Je ne suis pas un devin ou quoi que ce soit. Alors, on est comme dans un moment là, d'attente où est-ce que c'est tout le monde, OK, c'est qui le prochain qui va en retrancher? Qui va l'enlever? Qui va l'enlever? Qui va l'enlever? Malheureusement, chacun fait aussi le même raisonnement de se dire, je vais attendre que l'autre l'enlève pour en enlever. Fait que finalement, il n'y a personne qui en enlève. Mais Alcoa a sonné le glas pour certaines de ses usines. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre prochainement. La relance au Canada, quand on prend tout en considération, le surplus que vous avez parlé, tout ça, ça peut ressembler à quoi, mettons, une année de relance? Bien, on est dans un marché de commodités, donc dans cette logique-là, tu sors du métal, le marché le prend, puis il se place quelque part. On sait qu'il y a un déficit. Ça, pour moi, c'est une clé dans le raisonnement. Il y a un déficit d'à peu près 3 millions de tonnes au moment où on se parle. C'est-à-dire que le marché nord-américain, où est-ce qu'on est placé, puis avantageusement sur un point de vue, sur un plan historique, il est prêt à prendre du métal. Il en prend, mais il est obligé de le faire venir d'ailleurs parce que nous autres, on n'est pas capable de lui fournir. Bien, le déficit, il est là parce qu'il n'y a pas d'ajout de capacité en Amérique. Non seulement il n'y a pas d'ajout de capacité en Amérique, on vient de enlever 500 000 tonnes. Fait on peut projeter que dans 3, 4, 5 ans, il va y avoir de la place pour prendre du métal. Ce qui nous empêche de prendre cette position-là aujourd'hui, c'est que le prix est trop bas, puis qu'on ne voit pas encore l'amorce d'une reprise stable. Parce que des petits blips comme ça, on en a eu en 2010, je pense, on a eu une pointe, puis ça a retombé. Puis là, c'est bas. Il faut falloir que ça remonte, puis qu'on sente que c'est robuste. Mais... Bon, ça serait peut-être la dernière question. Vous parlez beaucoup de retranchement. Il y a un projet, c'est Alma 2 Alma. Est-ce que vous pensez que c'est utopique que Rio Tinto investisse pour Alma 2? Est-ce que ce serait une bonne chose, une mauvaise chose à l'heure actuelle, alors qu'il y a un logo qui se prépare? Bien, je vais vous répondre un peu dans le sens dont je répondais à Madame tout à l'heure. À ma connaissance, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, avec les prix du marché, le volume d'inventaire accumulé, la menace chinoise qui est en train de devenir une réalité, il n'y a personne, il n'y a pas un producteur privé au monde qui, demain matin, va lancer un projet d'investissement. Pas dans ces conditions-là. Puis c'est évident que un peu ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'un producteur, tout ce qu'une organisation, tout ce qu'un environnement d'affaires va faire pour alourdir la situation, ça va venir rendre encore plus difficile une décision d'investissement. On n'a pas besoin de se faire du mal, il y en a qui s'en occupent présentement. Ils sont ailleurs dans le monde. Mais l'avenir est peut-être au projet style AP60, c'est-à-dire avec un minimum d'énergie, pour dire le maximum de tonnage. Ça va être la tendance mondiale. C'est certain que cette industrie-là est vouée à chercher des améliorations de productivité, c'est-à-dire l'effort humain, capital, technologie, procédé, requis pour produire 1 tonne de matière. On va essayer de baisser ça le plus possible. C'est certain. Mais est-ce que vos membres investissent les sommes nécessaires pour en arriver là? Bon, on sait que Rio Tinto ici a un laboratoire de recherche, mais est-ce que vos membres investissent beaucoup dans la recherche? C'est quoi les pourcentages? Bien, je n'ai pas des pourcentages, c'est des données confidentielles, mais je peux vous dire qu'on est certainement une des industries primaires dans le monde, industrie sur une base régionale, lieu de production qui investit le plus par rapport à sa position dans le monde.
En recherche, développement, puis en modernisation. Tu sais, en Russie, là, c'est pas des nonos, là, c'est le deuxième plus gros producteur au monde et c'est le plus grand producteur privé. Ils ont encore des Soderberg en Russie. Ici, on n'en a plus. Puis ça coûte cher, ça. Ça coûte cher sortir ça, puis remplacer, puis arriver avec de la technologie, puis ainsi de suite. Puis notre technologie, là, elle ne doit pas être si mauvaise que ça parce qu'on l'exporte à travers le monde. Fait qu'on est en avant. On est en avant de la parade. Mais attention, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus seul en avant de la parade. Moi, je parlais des ingénieurs qui sont allés en Chine il y a 15 ans, puis qui ont visité des usines. Puis c'était comme des films en noir et blanc, là. Les travailleurs qui marchaient sur le long des dallos, là, puis c'était du métal chaud à côté. Là. Aujourd'hui, là, ça, là, c'est des films de science-fiction quand tu vas là. Ils sont en avant complètement au niveau technologique. Tu ne peux pas t'imaginer. Ils ont la masse critique, ils ont l'argent, ils ont la volonté, puis ils ont le besoin de le faire. Voilà.